Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien au cœur de l'Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui à l'Institut de France, là où siège notamment l'Académie française, le Temple des Lettres. Paris, capitale de la littérature, depuis toujours terre d'inspiration pour les écrivains français ou étrangers. Les lettres sont partout, dans les cafés, les universités, les librairies. Nous vous emmenons aujourd'hui dans le Paris littéraire. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin qui est installé aujourd'hui quai de Conti à l'Institut de France. Nous sommes dans la cour d'honneur du Palais, un décor absolument magnifique. Ici siège notamment l'Académie française qui, vous le savez, est le temple des lettres de la langue française. Paris et l'Île-de-France ont toujours été une terre d'accueil, d'inspiration pour les penseurs, les auteurs, écrivains, qu'ils soient français ou étrangers. Maison de Balzac ou de Victor Hugo à Paris, pour ceux qui ne l'auraient pas encore visité. Jean Cocteau dans l'Essonne, Chateaubriand dans les Hauts-de-Seine, Émile Zola dans les Yvelines. Tous s'y sont établis pour trouver de l'inspiration, écrire, lire. Et ça continue aujourd'hui. L'Île-de-France, 44 000 auteurs, 1000 maisons d'édition, 500 même, j'allais dire 400, 500 librairies indépendantes. Le livre n'est pas mort, vive le livre, un livre qui doit s'adresser à tous ceux qui n'ont pas accès à la lecture, sont exilés pour toujours en eux-mêmes, dit Éric Orsena, qui siège d'ailleurs ici à l'Académie française. Allez, on part en balade littéraire et pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Michel Zinc. Bonjour, Michel Zinc de l'Académie française. Bonjour. On est ici chez vous, merci de nous accueillir. C'est un honneur et un plaisir. Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions des belles lettres. Vous êtes écrivain, philologue, médiéviste. Votre dernier ouvrage, L'humiliation, le Moyen-Âge et nous, est paru aux éditions Albin Michel. Alors, voilà, du Moyen-Âge à aujourd'hui, vous allez nous guider, nous aider à voir comment cette langue française a évolué et comment elle continue à vivre aujourd'hui, jour après jour, et heureusement. Audrey Neveu, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous avez d'abord travaillé au rayon livre de la Fnac, et puis un jour, vous décidez de vous lancer dans l'aventure de la librairie indépendante, et pas n'importe où. Vous choisissez Bondy, où il n'y avait plus de librairie depuis 7 ans. Vous avez commencé à vendre ces livres sous une tente. Vous allez nous raconter cette aventure. Surtout, vous nous dites, oui, il y a un marché à prendre en Seine-Saint-Denis. Les gens lisent, et ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, votre librairie est devenue un lieu de rencontre, de lien social qui a déjà séduit toute la ville. On va en parler ensemble. Laurence Faron, bonjour. Grande lectrice depuis l'enfance. Vous avez fait un détour par le monde de la finance pour revenir finalement à vos premières amours. En 2005, vous créez Talent Haut, maison d'édition pour la jeunesse. Et une jeunesse pour laquelle vous voulez une littérature loin des clichés, loin des princes charmants et des robes roses de princesse. Vous nous direz justement, vous nous expliquerez pourquoi cette ligne éditoriale et surtout comment se porte le business du livre pour la jeunesse et le livre en général. Olivier Brune, bonjour, comédien, écrivain. Vous avez été repéré par Laurent Terzieff à l'âge de 19 ans. C'est un homme qui a beaucoup compté pour vous, sans doute celui qui vous a donné cet amour des mots et des lettres. Mais 15 ans plus tard, quelque chose vous manque, ce lien avec la cité dans laquelle vous avez grandi. Et vous créez la troupe de théâtre L'Art Éclair qui mêle des acteurs
professionnels et des malades mentaux, des SDF, des détenus. C'est à ces populations marginales que vous voulez offrir ce que vous appelez un espace de liberté, peut-être le dernier espace de liberté qui existe dans notre société, rompre leur isolement et en tout cas faire sauter les barrières. Daniel Maximin, bonjour. Bienvenue. Poète, romancier, essayiste, vous avez participé à une très belle initiative, les leçons de littérature. C'est un événement littéraire qui consiste à faire venir les écrivains dans les lycées et ça crée à chaque fois des rencontres. Vous, c'était dans un lycée du Blanc-Ménil. Vous nous dites que la littérature est au cœur de la citoyenneté et de la liberté. Vous nous direz pourquoi. Dernier ouvrage, Aimé Césaire, Frères Volcan, c'est aux éditions du Seuil. Voilà, on le disait, le livre est vivant et pourtant on a 1000 fois annoncé sa mort, mais non. Et vous, est-ce que vous lisez un peu, beaucoup, passionnément? Si vous lisez, où ça? Comment? Où achetez-vous vos livres? On est allé demander aux Franciliens leur rapport avec le livre. Est-ce que vous êtes une grande lectrice? Tout à fait, je lis beaucoup, 2 livres au moins par semaine. Grand lecteur, non. Lecteur occasionnel. Combien de livres par an environ? 2, l'été principalement. Probablement une trentaine par an. Environ 5-6. Ça pourrait s'améliorer, mais voilà, le temps, etc., c'est un peu compliqué, mais en moyenne, 5 à 6. En prenant de l'âge, je diminue un peu parce que l'Internet prend le dessus. Je disais une dizaine de livres, mais maintenant, je dirais 3 par an. Je lis dans le métro, dans le TGV, et le soir, avant de m'endormir, je lis 2 ou 3 pages pour bien me décontracter de la journée et passer mon stress. Je plonge dans l'univers et tout ce qui est autour de moi, je l'oublie complètement. Je l'oublie complètement, c'est aussi ça la magie de la littérature. Propos recueillis par Dimitri Hainaut et Mathias Deguel. Michel Zinc de l'Académie française. Au cœur de cette littérature, il y a évidemment d'abord les mots. La langue, oui. Et dont vous êtes le garant, enfin l'un des garants ici dans ce cadre, dans cette institution, cette vieille institution française extrêmement importante. Quel est le rôle, justement, à part le prestige, de cette Académie française aujourd'hui? Alors, vous savez, je suis un tout nouvel académicien français, de sorte que j'ose à peine parler au nom de mes confrères. Mais l'Académie française veille sur la langue, non pas pour la conserver en freinant des 4 fers, mais pour regarder comment elle évolue, pour surveiller cette évolution, pour vérifier qu'elle ne s'appauvrit pas en évoluant, pour intégrer à bon escient les mots nouveaux ou les expressions nouvelles qui correspondent à l'évolution non seulement de la langue, mais à l'évolution du monde où nous vivons, des nouvelles réalités, des nouvelles formes de communication, etc. De notre société. C'est très actuel, hein, parce que là, on voit à l'image, c'est la bibliothèque de l'Institut que nous avons eu le privilège de pouvoir filmer. Je vous en remercie. Mais c'est loin d'être un lieu poussiéreux et figé. Est-ce que finalement, c'est pas les mots qui sont immortels, la langue qui est immortelle? Et la langue est immortelle à sa façon, en changeant et en se métamorphosant complètement. Mais la littérature, c'est une façon de faire vivre les choses éternellement. Oui, la littérature, elle demeure, les grandes œuvres demeurent, mais encore faut-il pouvoir les lire. Je vis dans la littérature du Moyen-Âge. Il y a des poèmes absolument admirables, à la fois d'une simplicité, d'une subtilité prodigieuse. La langue a beaucoup changé. Certains de ces poèmes ne sont pas, même pour l'espace de la France actuelle, ne sont pas en français, mais en languedoc. Et la difficulté est de les transmettre. Alors on le voit, c'est l'évidence pour le Moyen-Âge. Mais même pour des époques plus récentes, on voit que la langue évolue tellement vite que le théâtre classique est très difficile pour des élèves d'aujourd'hui, et même des romans de Balzac. Et il faut voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut adapter, ce qu'il faut
tout de même conserver pour que la langue ne se fracture pas trop, pour que l'évolution ne soit pas trop rapide. Vous êtes les gardiens de cette langue. Dans la société, c'est qui les gardiens? C'est les libraires, les profs c'est eux qui ont un rôle... Oui, tout le monde a une responsabilité, mais les responsabilités sont différentes. Le rôle de gardien, je crois que ce sont surtout les professeurs. Les professeurs. Les libraires aident les écrivains. Un écrivain a tous les droits. S'il veut changer la langue, s'il veut inventer sa langue, s'il veut écrire en argot, s'il veut utiliser des néologismes, il a le droit. Le professeur aide à lire l'écrivain. Mais en même temps, le professeur doit éviter que l'écrivain fasse évoluer la langue trop vite parce qu'à ce moment-là, elle se fracture. Moi, j'en ai vu, à un moment, tout le monde parlait le latin parlé au début du Moyen-Âge. Et puis, selon les milieux, selon les régions, selon qu'on était en Espagne ou selon qu'on était au nord des Gaules, on prononçait différemment. La langue a changé et maintenant, nous avons différentes langues issues du latin. Eh bien, de même, si les professeurs veulent faire les malins, d'une certaine façon, et accélérer cette évolution, nous ne comprendrons plus à l'intérieur d'un espace national, ou la notion, parce que c'est la nation, mais d'une région à l'autre, d'un milieu à l'autre, d'un milieu dans tous les sens du terme à l'autre, on ne se comprendra plus, on sera marqué appartenant à tel milieu ou à telle région, et c'est ainsi qu'une société se délite. Donc le rôle d'un professeur est un rôle en ce sens, conservateur, non pas pour maintenir la langue telle qu'elle existe, mais pour apprendre à tous les élèves qu'il existe un français standard et faire qu'il n'évolue pas trop vite pour qu'on puisse se comprendre. La langue et la littérature pour ne pas que la société se délite, disiez-vous. Audrey Neveu, vous avez justement remis la littérature, le livre, la langue, au cœur d'une ville où elle n'existait plus, en tout cas où il n'y avait plus de librairie, c'est la ville de Bondy. Vous avez travaillé d'abord dans une grande enseigne de vente de livres et de disques, et vous faites ce pari un peu fou, vu de l'extérieur, à l'heure où le public se détourne, on a l'impression qu'il se détourne du livre, de le remettre au cœur de la ville de Bondy. Pourquoi? Comment ça vous est venu, cette envie, cet élan? L'élan de créer notre propre commerce avec à mon associé et moi-même est venu parce qu'on se sentait un petit peu étriqué dans les gilets de notre employeur. À ce moment-là, on avait vraiment envie d'insuffler notre caractère dans un endroit spécifique à nous, décoré, dans lequel on pouvait mettre les livres des maisons d'édition qu'on aimait, qu'on pouvait travailler à notre sauce. On n'a jamais été dans un élan de militantisme conscient. En fait, ça vous paraît naturel, en fait, comme exactement. Démarche. On était pleine d'élan, pleine de fougue, pleine d'envie, on était pétillante et on l'a encore parce que voilà, ça fait partie de notre état d'esprit. Alors, ce qui est étonnant, c'est la réponse, c'est-à-dire que l'aventure est rigolote déjà parce que les locaux n'étaient pas prêts, vous êtes installés sous une tente, donc c'est un petit peu surprenant sur la place, et là vous racontez qu'il y a on vous apportait du thé, il y a des enfants qui sont venus, des familles entières, et à travers votre récit, ce qu'on entend, c'est qu'il y avait un besoin énorme de livres et de liens sociaux. Oui, c'est-à-dire que là, ça fait 3 mois à peu près qu'on a ouvert les portes de notre librairie. Il y a encore des gens qui rentrent et qui nous disent merci avant même de nous dire bonjour. Il y a des... Dès qu'on fait, on a ouvert sous une tente parce que... il y avait du retard, des travaux. Et ils caressaient les livres, les gens, en fait. Je voyais des gens qui souriaient, qui caressaient les livres. Donc, il y a l'objet même
C'est fascinant, en fait. C'est étonnant, hein, ça fait du bien d'entendre ça à l'heure du numérique où on nous répète toute la journée que le livre est mort non, il est là, il est bien là, les gens aiment le toucher, l'acheter, l'offrir. Laurence Faron, vous avez fait un autre pari, c'est celui, mais c'est aussi un pari risqué puisque c'est dans un monde de l'édition. Vous vous lancez dans la littérature de jeunesse et pourtant c'est une sacrée bifurcation puisqu'au départ vous étiez dans la finance et pourquoi tout d'un coup vous bifurquez et vous allez vers l'édition pour la jeunesse? Pourquoi? C'est un parcours personnel. Je pense que c'est une question de maturité. J'ai, à l'âge de 30 ans, décidé de faire ce qui me tenait vraiment à cœur et je me suis appuyée sur mon expérience professionnelle passée. Il faut avoir le goût du risque, c'est certain. Il faut aimer entreprendre, il faut aimer fédérer, il faut aimer emmener les gens, les clients, les lecteurs, aussi les gens avec qui on travaille. Il faut avoir ça en soi, c'est certain. Mais le numérique en soi, il faut quand même relativiser les choses, notamment en France, ne représente que 3% du chiffre d'affaires de la chaîne du livre, on va dire. Donc c'est assez limité. Encore, ça peut changer, mais on a quand même la chance en France d'avoir un réseau de libraires très dense, de grande qualité, d'être protégés par la loi Langue, qui nous a quand même permis à tous et à toutes de survivre avec cette grande diversité culturelle. En 2 mots, la loi Langue, pour les téléspectateurs. Ça veut dire que dans la librairie des deux Georges à Bondy, le prix du livre sera exactement le même qu'à la Fnac d'où vous venez. Voilà, c'est un prix qui est... Donc il n'y a pas de concurrence sauvage comme il pourrait y en avoir sur d'autres produits, ce qui permet donc aux librairies indépendantes de survivre, aux éditeurs indépendants de ne pas être concurrencés directement par ceux qui auraient de très gros moyens, beaucoup plus gros moyens, et donc surtout de garder une grande diversité culturelle. Ceci dit, ça reste un marché assez quand même fragilisé, celui des librairies. Il y en a pas mal qui disparaissent. Illustration en images, justement, avec la fermeture de L'Œil Écoute, c'est une librairie à Montparnasse, à Paris, dans le 14e arrondissement. En tout cas, ça l'était l'an dernier. Elle lançait un appel aux dons. Ça n'a pas suffi. Reportage Marie Chambrial, Geneviève Faure. C'est un véritable appel au secours. La librairie L'Œil Écoute, en plein cœur de Montparnasse, est en danger de mort. Malgré le recours au financement participatif, il manque encore beaucoup d'argent à cette librairie trentenaire pour espérer tenir debout. Cette année, j'ai perdu en 4 mois 100 000 euros de chiffre d'affaires. La bouche de métro, qui est devant la librairie, a été fermée pendant 3 mois, donc ça nuit quand même, parce que les gens ne sortaient plus devant la librairie. Comme le chiffre d'affaires n'est pas rentré, j'ai des difficultés pour repayer les fournisseurs et le loyer également. Je paie avant tout mes employés. Avec ses 30 000 références sur 250 mètres carrés et une ouverture tard le soir et le dimanche, L'Œil Écoute emploie 6 salariés. Mais les lecteurs se raréfient, préférant commander leurs ouvrages sur la toile. Selon le Centre national du livre, les achats sur Internet représentent 15% du marché. Je crois souvent que les livraisons de livres, c'est du fait des gens qui sont dans des zones très rurales, qui se font livrer chez eux parce qu'il n'y a pas de librairie. En fait, à Paris, on utilise beaucoup, que ce soit Amazon ou la Fnac, pour recevoir des livres chez soi. C'est une concurrence. À partir du moment où, le jour où Amazon paiera ses impôts en France, dirais-je, ça sera une concurrence loyale. Aujourd'hui, ça reste une concurrence déloyale, en effet. Pour contrer ce phénomène, les librairies indépendantes ont créé leur propre site, Paris Librairie. Les clients qui tapent le nom de leur livre, et ils peuvent savoir quelle librairie sur Paris ont le livre à disposition, ou même pouvoir le commander. Par contre, le livre arrive en librairie, pas chez eux. Et puis, voilà, c'est intéressant aussi parfois de se déplacer de chez soi et de discuter avec un libraire, par exemple. C'est important de discuter avec un libraire. Michel Zing, de l'Académie française, quand une librairie ferme, c'est une lumière qui s'éteint? Oui, on peut le dire comme cela. Comme le disait ce monsieur, parler des livres et entendre parler des livres est quelque chose d'essentiel parce qu'on peut avoir une vie intérieure très riche, une grande culture et croire qu'on peut se débrouiller tout seul.
mais dès qu'on parle du livre qu'on lit, du livre qu'on a envie de lire avec quelqu'un, on s'aperçoit que brusquement, quel que soit l'interlocuteur, la pensée qu'on a de ce qu'on vient de lire se précise, la lecture qu'on vient de faire s'enrichit. C'est essentiel de pouvoir en parler. Et avec qui peut-on plus naturellement en parler qu'avec un libraire? Le livre papier est-il mort? C'est la question qu'on peut se poser à l'heure du numérique. On le voit bien, on a parlé, on a entendu, on achète ces livres sur Internet. Il y a aussi l'apparition de ces liseuses sur lesquelles on lit sur un écran. On est allé vous demander, vous, comment vous lisiez? Pour les nouvelles générations, c'est très probable. Après, j'ai quand même été élevée avec le livre papier, donc pour moi, ça reste quand même un support que j'aime bien. On a eu peur il y a quelques années que ce soit le cas, mais il y a une nouvelle dynamique qui est arrivée depuis quelques temps et je pense que finalement il n'est pas si mort que ça. Les librairies ne perdent pas tant de place que ça dans les centres-villes, qu'il y en a toujours quelques-unes qui survivent. Ça m'inquiète parce que je pense que les jeunes lisent moins, ils sont beaucoup plus sur leur tablette. Sur le livre en tant qu'objet papier, c'est vrai que les livres, ça prend de la place, on ne sait plus où les mettre. C'est vrai qu'écologiquement, c'est pas terrible, ce serait quand même mieux d'aller vers le numérique, etc. Contrairement aux gens de ma génération, qui restent attachés au livre, j'aime la liseuse parce que je dois plus chercher ma page si j'ai oublié mon onglet. Ça s'abîme pas. Enfin, moi, je suis un inconditionnel de la liseuse. J'aime bien la manipulation du livre pour pouvoir me concentrer. J'ai énormément de difficultés à lire sur Internet. Donc, j'ai ce besoin de me poser, de toucher le livre. Je pense que les gens, et en tout cas ici en France, seront toujours attachés à acheter un livre. C'est culturel. Alors, livre, pas livre, liseuse, pas liseuse. Olivier Brune, est-ce que c'est pas un faux débat? Est-ce que l'important, finalement, vous qui êtes un amoureux fou des mots, ce ne sont pas ces mots, justement, et le fait de lire tout court? Je crois qu'il y a des choses importantes. J'ai entendu tout à l'heure des choses assez importantes. Par exemple, que l'auteur a tous les droits. Je trouve ça extrêmement libérateur du point de vue de l'action d'écrire. Pour ce qui concerne les formats dont vous parlez, l'Internet ou le papier, ce qui change énormément dans mon expérience, c'est les formats d'écriture, la longueur des textes. Ah, ça change la manière d'écrire, ouais. Et on se retrouve, à mon avis, dans une sorte de révolution qui est, vous voyez, comme l'imprimerie au papier nous a fait arriver le roman, alors que la poésie était en tête de gondole précédemment. Et j'ai l'impression que dans les formats d'écriture, quelque chose est en train de bouger pour les lecteurs, notamment dans les populations jeunes. Ces jeunes, on va en parler justement, parce que l'amour de la littérature, je ne sais pas, mais l'amour des mots, en tout cas, le plaisir de lire, c'est une graine qui peut pousser très très tôt, cette envie de lire. Regardez le parc d'attractions littéraires, c'est une initiative qui date de l'été dernier et qui proposait un éveil à la lecture. Ça se passe à Pantin, reportage Emmanuel Hutzinger, Isabelle Audin. Avis aux amateurs de sensations fortes. Voici le parc d'attractions littéraires. Ici, aucun risque d'avoir le vertige. Ces manèges proposent un voyage intérieur. Ça me permet d'avoir quelques émotions. Parce que des fois, quand je suis énervée, je claque ma porte et je le mets sous mon oreiller et j'ai un livre. Parce que pour me relaxer. Quand je lis, c'est bien parce que ça m'apaise quand je me sens pas bien. Je me mets dans ma bulle. En fait, j'adore lire. Vraiment, ça m'apporte beaucoup de choses et j'aime vraiment beaucoup lire. Un puzzle grand format, un kiosque à histoire, un livre de coloriage géant. Tous les ateliers du parc d'attractions sont issus de l'imaginaire d'un auteur pour la jeunesse. Est-ce qu'il y aura une fin triste ou une fin joyeuse? Le but, c'est, je pense, de susciter l'imaginaire, en fait, de partir vraiment dans l'imaginaire et puis d'apprendre, grâce à ça, à se faire confiance. L'ambition de cette manifestation est bien de faire germer et cultiver l'envie de lire. Cette façon-là d'aller vers les livres, elle est pour tous finalement. Ceux qui aiment lire découvrent la lecture autrement, découvrent l'univers des artistes autrement. Ceux qui sont un peu plus craintifs, pour eux, c'est une aide, c'est une façon de les prendre par la main en leur disant regarde,
tu peux créer toi aussi des histoires, tu as ton propre imaginaire à partir de l'univers des auteurs. Le propre imaginaire des enfants. Vous, Laurence Faron, qui avez fondé Talent Haut, qui est cette maison d'édition jeunesse, vous avez voulu vous démarquer d'une littérature jeunesse qui, dites-vous, est bourrée de clichés et voilà, et casser les codes et offrir une autre littérature. Quelle est justement votre ligne éditoriale? Comment vous vous positionnez? Voilà, j'ai rien voulu casser en fait. J'ai surtout voulu avoir un cap fort et clairement affirmé dans la maison d'édition que j'ai créée, Talent Haut, qui est de dire que les livres pour enfants doivent permettre aux enfants de s'identifier. Ils doivent pouvoir se retrouver dans les livres qu'ils lisent. Et donc, il s'agit de ne pas reproduire une représentation du monde qui serait celle de l'époque des contes de Perrault, par exemple. Donc, il s'agit de représenter le monde tel qu'il est, avec des garçons et des filles, puisque jusqu'à preuve du contraire, il y a des garçons et des filles dans les écoles et dans les familles, mais aussi avec des femmes qui travaillent, puisque en France, en 2018, les femmes travaillent dans leur grande majorité, avec des hommes qui ont des sentiments et qui savent les exprimer, mais aussi avec des garçons de 5 ans qui ont peur du loup et qui pleurent et qui ont des inquiétudes et qui les expriment. Donc tout ça, c'est non seulement le monde tel que j'aimerais qu'il soit, c'est un peu vrai, mais surtout le monde tel qu'il est. Et les enfants doivent s'y retrouver. Et cette grille de lecture, justement, enfin cette grille de sélection par rapport au... J'imagine que vous recevez des centaines de manuscrits, des milliers même, chaque année. Alors évidemment, c'est votre œil à vous, votre esprit critique à vous, mais vous impliquez aussi les enfants dans votre comité éditorial? Alors, pas dans mon comité éditorial, ça serait un petit peu trop lourd à gérer, mais nous sommes très souvent au contact de nos lecteurs et lectrices, forcément, puisque d'abord, un éditeur, notamment pour la jeunesse, participe à de nombreux salons où nous avons l'occasion de rencontrer les lecteurs, les lectrices et leurs parents et quelquefois leurs enseignants. Et puis nous avons d'autres occasions. Nous organisons un concours d'écriture, par exemple, qui s'appelle le concours Lirego, où nous donnons une consigne d'écriture à des enfants de CP, CE1, tout de même, 6-7 ans. C'est petit. C'est très petit. Alors, ils n'écrivent pas seuls, ils écrivent d'abord collectivement, avec leur enseignant ou leur enseignante, et sur la durée d'une année scolaire. Mais néanmoins, ils produisent un texte dont le meilleur est choisi, illustré et publié par Talent Haut tous les ans au mois de juin. Aller contre les idées reçues et certains clichés. Audrey Neveu, vous avez appelé votre librairie à Bondy Les Deux Georges. C'est un clin d'œil, là aussi? C'est un clin d'œil à l'humour, à la base. Ça nous faisait rire, quoi. On est deux nénettes. On s'est rendu compte en créant notre commerce que, voilà, deux femmes, c'était plus compliqué quand même d'une certaine façon, de façon insidieuse. Et puis, ça crée un état d'esprit, une lumière sur un état. Donc nous, on est là toutes les deux avec nos robes vintage. Les Deux Georges, ça nous parlait, ça crée voilà, une petite ambiance. Après, les références littéraires existent bel et bien, qui sont celles autour de George Orwell et George Sand. Donc il y a une parité qui nous importe. On travaille ensemble, en fait, hommes-femmes. La parité, la mixité aussi. Olivier Brune, vous êtes un auteur et un acteur engagé auprès des populations marginales et aussi auprès des jeunes. Et vous dites cette jolie phrase, « Je leur ouvre la porte magique des mots ». Ils ont ça instinctivement en eux, les enfants, les jeunes? Il y a plusieurs choses. D'abord, je crois que le fond poétique commun à tous est universel. Il n'y a pas de prérequis. Donc, une histoire racontée est une histoire qui est entendue par tout le monde. Je crois qu'aussi, dans la littérature et dans l'écriture, il y a un pouvoir de métamorphose gigantesque. À la fois pour le lecteur, on l'a vu tout à l'heure avec les enfants, par exemple, la possibilité... Le lecteur est co-créateur d'un livre. Il le recrée dans son esprit. Et donc, il est co-auteur. Il est en train de l'assembler. Et donc, dans cette possibilité... de l'écriture, d'ouvrir
le déplacement d'un point de conscience. Alors quand je travaille avec des détenus, par exemple, la possibilité d'écrire permet aussi de fixer là où on en est. Et quand on fixe là où on en est, nos obsessions, les choses qui nous habitent en permanence, c'est la possibilité de les déplacer. Tant qu'elles sont évanescentes, c'est très très difficile de bouger. Et donc l'écriture et la lecture, mais l'écriture en particulier, est un moyen de métamorphose. Chaque écriture déplace la personne qui écrit. Et il y a des conditions particulières à cette métamorphose. Par exemple, je trouve que le fait de publier, donc le fait de donner à l'autre, déplace l'être très profondément, de la même manière que le fait de monter en scène, de porter les textes, ce que je fais avec les détenus aussi, déplace le point de conscience qu'on a de soi-même. Porter les textes, c'est ce que vous faites, vous, Daniel Maximin, quand vous vous déplacez dans une école, parce que c'est important de faire comprendre à des enfants que la littérature, la langue, ce ne sont pas des mots imprimés sur une page froide, que la langue, ça vit, et que derrière cette plume, il y a vous, être de chair et d'os, qui va communiquer sa passion de la littérature aux enfants. Racontez-nous ces leçons de littérature et pourquoi vous y participez. Très naturellement, parce que d'abord j'ai été prof dans mes débuts, et je sais d'origine, j'ai été élève aussi, à quel point la culture, la littérature, la musique, la chanson, les arts plastiques sont décisifs pour l'édification de quelqu'un. C'est-à-dire pas apprendre seulement ce qui est nécessaire, mais apprendre ce qui est important et qui donnera à chaque individu sa personnalité. Et ça, c'est la dimension culturelle qui porte ça. Ça fait partie de sa construction. Absolument. Et donc, la langue, on l'apprend. La grammaire, le vocabulaire, et même, je dirais, les langues, c'est-à-dire la langue de vie, les langues passées, c'est-à-dire apprendre que la langue bouge et qu'il y a des langues et qu'il faut d'ailleurs les respecter telles quelles. On ne va pas changer la langue du 18e pour l'adapter aux enfants d'aujourd'hui quand on fait Voltaire ou Diderot. Mais en même temps, ça apprend la pluralité, ça apprend la diversité, ça apprend que c'est quelque chose qui doit se gagner et que la langue, nous sommes enfermés dedans et la littérature, c'est ce qui permet de la libérer. C'est-à-dire que l'écrivain, il est enfermé. Je disais aux élèves, vous savez, que si on écrit, son écrivain, c'est parce qu'on a des problèmes avec la langue, avec le langage. On est enfermé dedans. Il faut l'ouvrir, il faut l'apprendre comme un outil et qui permettra d'exprimer un certain nombre de choses. Finalement, on casse un peu le code scolaire du prof qui apprend la littérature aux enfants. Tout d'un coup, il y a l'écrivain qui est là, en chair et en os. Comment vous les trouvez, ces jeunes? Comment ils réagissent? Comment ils vous reçoivent? Ils réagissent comme on souhaiterait qu'ils réagissent en étant soi-même à disposition dans une modestie qui consiste non pas à faire « voici le chef-d'œuvre que j'ai fait, voici l'œuvre finie, mais voici le travail que je fais, les sentiers de la création pour des gens qui eux-mêmes sont en création d'eux-mêmes. » Et donc, c'est quoi que c'est très important parce que ça ramène à un niveau qui les concerne et leur dire c'est pas parce que tu ne sais pas encore que tu ne dois pas faire. Et c'est ça, parce que moi aussi, je ne sais pas encore quand je vais faire un poème, quand un mot vient, c'est un apprentissage. Pense à un roman, voilà. Et donc on partage avec eux, non pas la littérature au sens où vous pouvez écrire comme moi, c'est pas du tout ça serait un peu démagogique, c'est l'idée, mais nous sommes tous dans un cheminement, et alors la littérature, toi qui es élève, elle peut t'amener parce que justement, elle propose des choses au lieu d'imposer. Et c'est, comme disait mon voisin tout à l'heure, c'est le lecteur qui fait le livre. C'est le lecteur qui donne vie aux personnages, il leur donne les costumes qu'il veut si c'est pas écrit, la tête. Alors, à ce moment-là, il est dans un travail de création. La lecture, justement, Michel Zinc de l'Académie française, vous dites, pourquoi pas, vous croyez aux vertus de la lecture à voix haute aux enfants. Pourquoi? Oui. Je crois parce que la lecture à voix haute introduit une communication très forte avec le lecteur, qu'on écoute facilement la parole qui résonne, et parce qu'un enfant, enfin c'est mon expérience,
expérience avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec les enfants que je connais, qu'un enfant qui a du mal ou qui répugne à entrer directement tout seul dans un livre, ça lui fait peur. La langue est un peu vieilliste, un peu grosse. On le prend par la main quand on prend par lit. la main, il écoute et au bout d'un moment, il a envie de continuer tout seul. Olivier Brune, vous qui étiez hors cadre, on va dire, hein, vous n'étiez pas du tout dans le parcours scolaire classique, même, voire pas du tout même, je crois que vous étiez déscolarisé. Vous grandissez dans une cité, vous commencez une carrière d'acteur, vous êtes repéré par Laurent Terzieff, et puis des années plus tard, ça vous rattrape, cette enfance dans une cité et cette impression que vous êtes peut-être lié aux mots, mais que ces mots ne vous relient pas à une certaine réalité. Et vous vous rapprochez de populations marginales. Pourquoi aller vers les SDF, les détenus, les fous? Il y a deux entrées à cette, enfin, pour répondre à ça. La première, c'est que en tant qu'auteur, les gens que je rencontre dans la rue, je travaille en ce moment avec des clochards, j'écris un film. Qui s'appelle? Qui va s'appeler? C'est un film qui est écrit par moi et Klaus Drexel, un formidable documentariste. Et ça va être un film de fiction porté par Catherine Fro. De fiction, d'accord. Et ce qui est très impressionnant pour l'auteur que je suis, c'est l'ouverture des sens. C'est-à-dire que les gens que je rencontre dans la rue, les gens avec qui je passe beaucoup de temps, beaucoup, comme en détention, comme avec les personnes handicapées mentales, même si en disant ça, on dit quelque chose d'un peu fou, parce que c'est trop pluriel. Hein, on rencontre une personne à chaque fois, un être à chaque fois. Ces personnes-là m'ouvrent des sens, m'ouvrent des façons de voir le monde que j'ignore. Et donc, je me retrouve dans une position où je suis dans des terrains tout simplement inspirants. Une prison, c'est du pain béni pour un auteur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut faire que cela raconter. Je veux aller là où la parole est rare, où il y a de la souffrance, car là, ça parle plus fort. Oui. C'est ce que vous dites. C'est toujours plus rigolo de parler de sexe avec un trisomique et du temps et de la violence avec un détenu. Oui. Quand vous parlez du temps avec un détenu, il sait de quoi il parle. Je ne veux pas dire que nous ne le savons pas, mais c'est plus aigu, c'est plus fort. Et donc... il y a pour moi quelque chose d'extrêmement important d'écouter le monde dans sa pluralité, dans sa diversité. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'absence de prérequis. Il n'y a pas besoin d'être dit surdiplômé pour évoquer ça. Et pourquoi je suis dans cette démarche-là? C'est que j'ai grandi dans une cité. Je n'étais pas très cadrable comme jeune homme. C'est pas que j'étais un mauvais élève, c'est surtout que je n'arrivais pas à rester en classe. Peut-être pas cadré non plus. On Faut devient voir, pas je ne sais cadré. pas. C'est une histoire d'amour ratée. Et que finalement, le fait de jouer Hippolyte dans Phèdre à 19 ans va m'ouvrir l'horizon de la littérature. Le dessin en est pris. Je pars, chère terre amène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Et donc ça, 19 ans, vous comprenez, le gars, il ne tenait pas en classe. Et il se retrouve avec cette responsabilité-là devant 1000 personnes. Et d'un seul coup, le verbe devient chair. Et j'insiste un tout petit peu sur cet aspect métamorphose du bonhomme. Et donc j'ai compris assez tôt que les mots nous bougeaient. Et bougeaient quelque chose d'extrêmement profond en nous. Et vous dites aussi que c'est le dernier espace de liberté qui nous reste. Je suis ce que je suis. Blanc de peau, je n'ai pas de cheveux blancs, je n'ai pas de poils blancs sur ma barbe, c'est entendu. Je ne suis que ce que je suis enfermé dans ce que je suis. Sur une page de papier, je suis Dieu. Je suis une feuille qui tombe, je suis un moustique, je suis un trait méchant. Sur une feuille de papier, je tue. Sur une feuille de papier, vous voyez? Et donc, il y a la possibilité, à l'intérieur fait de l'acte créatif, de pouvoir se libérer de sa propre existence, de la déplacer, de déplacer les frontières, de déplacer les points de vue, en plus, je dirais davantage que ça, de l'inventer. Dernier espace de liberté, vous, écrivain, vous avez l'impression d'ouvrir ces portes, d'ouvrir ces mondes. L'espace de liberté en chacun de nous, quelles que soient les contraintes et justement les prisons, et c'est une porte. Et donc, c'est un espace de liberté. Pourquoi? Pour deux choses. C'est parce que, comme on vient de le dire, je peux tout dire.
dans le livre. Je peux aller au Moyen-Âge ou je peux aller au 23e siècle. Hein. Mais en même temps, ça serait un peu égoïste, une liberté personnelle. C'est une liberté offerte. C'est-à-dire que le lecteur, lui, avec ce que je dis, avec le moustique ou avec le conte ou la science-fiction ou le récit pour enfants, il va devoir fabriquer sa propre liberté en lisant. Et le livre requiert ma liberté pour pouvoir être lu. Et donc, c'est en cela que c'est vital. C'est en cela que c'est un partage de liberté. Et c'est en cela que le livre requiert ma liberté au lieu simplement de la servir. Ça nous emporte ailleurs. Paris et la région parisienne, en tout cas, ont toujours été une terre d'inspiration pour ceux qui pensent, qui lisent, qui écrivent. Et on a voulu vous emmener, vous, téléspectateurs, dans une balade littéraire. Nous avons choisi comme guide Sophie Herbert. Elle est auteure du livre Paris des amateurs de littérature. C'est aux éditions Parigramme. Allez, on découvre 3 lieux incontournables avec elle. Regardez. Première étape, la librairie anglophone Shakespeare et compagnie. Le lieu existe depuis 1951 et s'appelait alors le Mistral. Son créateur, George Whitman, un libraire américain, a ensuite changé son nom en hommage à l'éditrice Sylvia Beach. C'est une librairie emblématique historique qui a été lancée par Sylvia Beach dans les années 20. Elle a été le premier éditeur de Joyce, du livre Ulysse. Aujourd'hui, c'est Sylvia Whitman, la fille de George, qui s'occupe de cette librairie et qui a vraiment à cœur de faire vivre ce lien qu'il peut y avoir entre un livre et son lecteur, de par une programmation vraiment très importante d'événements, des conférences, des dédicaces, mais aussi par son âme. Paris littéraire, c'est pas que les écrivains français francophones. Il y a eu beaucoup d'écrivains américains qui sont passés par ici. Je pense à Ernest Hemingway, Henry Miller, Francis Scott Fitzgerald aussi. Les écrivains du monde entier ont été inspirés par Paris. Plus qu'une librairie, un véritable refuge pour certains écrivains, comme le poète américain Allen Ginsberg. George Whitman avait l'habitude de les accueillir en échange de quelques services. La visite se poursuit plus au sud de la rive gauche. En 1871, à 2 pas de la place Saint-Sulpice, le jeune Rimbaud déclame pour la première fois son poème Le bateau ivre devant Verlaine et ses amis. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par mes haleurs. Un poème calligraphié récemment sur ce mur de la rue Férou par un peintre hollandais. Les ayant cloués nus au poteau de couleur. Troisième et dernière étape, la closerie des Lilas, au lieu de la vie artistique et littéraire parisienne. Au XIXe siècle, donc c'est un relais de poste sur la route de Fontainebleau. Ça deviendra ensuite un café, un des premiers du quartier Montparnasse, à côté du Balbulier. Donc on venait avant ou après danser. Tout au long du XXe siècle, le lieu a accueilli écrivains et peintres, français et étrangers. Il y a par exemple Émile Zola avec son amie Cézanne qui viennent ici. On sait que Théophile Gautier et les frères Goncourt sont des habitués. Quelques années plus tard, il y aura aussi les écrivains américains, Ernest Hemingway ou encore Henry Miller ou Francis Scott Fitzgerald, qui lira à Ernest Hemingway le manuscrit de Gatsby le Magnifique. En tout cas, il lui fera lire sur la terrasse de la closerie des Lilas. Aujourd'hui encore, la closerie des Lilas est liée au milieu littéraire. Des écrivains de la nouvelle génération le fréquentent et un prix récompensant une romancière francophone porte son nom. Quelle chance avons-nous, Parisiens et Franciliens, d'être entourés de cette richesse historique, littéraire, culturelle. Y a-t-il un lieu, on arrive au terme de cette émission et je voudrais vous poser rapidement à chacun d'entre vous cette question, y a-t-il un lieu qui vous apaise, qui vous inspire, qui vous fait du bien, Michel Zinc de l'Académie française? Oui, j'ai l'air d'être un cuistre, c'était pas parce que c'est Pas du tout. Mais le petit square devant le musée de Cluny, ou entre la Sorbonne et le musée de Cluny, Oui. est pour moi une sorte de quintessence de ce que j'ai aimé du Paris à la fois littéraire et des études. Et voilà, quand je suis là, près de la statue de Montaigne, je suis content. Et vous? Moi, j'aime les rades, les petits bistrots. Les petits bistrots planqués, pourris, avec des vieilles photos de cinéma et des habitués
qui en ont gros, en fait, et ça raconte des histoires incroyables, et je me sens bien dans ces endroits-là. Oh, moi, je pense que c'est le Café de Flore, forcément. Ah oui. C'est toute une époque, c'est toutes mes premières lectures politiques d'adolescente. Et... Vous étiez étudiante à Sciences Po, c'est pas très loin. C'était pas très loin. Je n'avais pas les moyens d'aller au Café de Flore, mais je le regardais. Oui. Ça fait rêver, ça me renvoyait à mes lectures, à mes fantasmes professionnels aussi à l'époque. Moi, je passe tellement de temps dehors, tellement de temps dans les endroits épouvantables, ou en tout cas très reculés, très loin, que j'adore mon lit. Je le trouve extrêmement passionnant. Vous revenez oui, sur vous-même. C'est l'endroit où je me rassemble. Oui, c'est ça. C'est un lieu de création. Absolument. Absolument. Et d'inspiration aussi, et de repos. Absolument, absolument. Eh bien, moi, c'est une librairie. Ouais. Où je suis entré à l'âge de 17 ans, au quartier latin. Quand je suis entré à la Sorbonne après mon bac, à côté, rue des Écoles, la librairie Présence africaine. Et cette librairie, jusqu'à maintenant... Elle existe toujours. Elle existe oui. toujours, même endroit, même petite librairie. C'est quasiment un patrimoine du monde francophone. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je voudrais remercier également Margot Bétou qui m'a aidé à la préparer. 9h50, c'est tous les jours, c'est sur France 3 Paris Île-de-France. Je vous souhaite une très belle journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Passez-vous une heureuse matinée sur France 3 Paris Île-de-France? Je suis sûr que oui. Alors, si le rire est le propre des Belges, il aime aussi ce rire être partagé avec nous, les habitants de Paris et sa région. Les Belges nous font rire. Ils sont d'ailleurs une colonie importante à Paris, qu'ils s'appellent Alex Vizorek ou Virginie Hoc. Bienvenue dans la confrérie avec ce matin une jeune femme qui enflamme le théâtre des Mathurins avec son spectacle The One Mother Show. Véronique Gallo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, vous savez qu'à cette heure-ci, le matin, il y a de nombreuses mères de famille qui sont devant leur télévision, mais elles font autre chose en même temps. Oui, Parce tout à qu'elles fait. s'occupent des enfants. J'imagine. Je pense qu'il faut qu'elles aillent voir votre spectacle, Ah, ça leur ferait du bien, oui. qui est centré sur une mère de famille super dépassée, on peut dire, avec ses 4 enfants. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un spectacle qui raconte le quotidien assez banal d'une mère de famille. Maintenant, c'est ça que moi que j'adore, c'est scruter vraiment le quotidien et puis les émotions des mamans. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et puis parce qu'on ne dit pas souvent à quel point c'est fatigant d'élever ses enfants, même si c'est un grand bonheur. Alors, tous les gestes du quotidien, les situations du quotidien, comme vous venez de le dire, sont déclinés sur scène. Comment est-ce qu'on arrive à faire rire, justement, avec le quotidien? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, dans une mère qui s'occupe de ses enfants et qui est souvent dépassée par ses tâches matérielles, quand il s'agit de leur couper les cheveux ou de les faire ranger leur chambre? C'est vrai que ce sont des tâches assez banales, mais d'abord, les enfants ont cette capacité à se renouveler dans les bêtises et dans les choses qui peuvent faire rire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est justement de scruter l'émotion de la maman. Parce que, en tant que maman, je crois qu'on passe par une palette d'émotions qui est telle, parce qu'évidemment, c'est une vraie joie et une vraie chance d'avoir des enfants, mais il y a des moments où quand même ça nous pousse à bout et on a presque l'impression qu'on va péter un plomb toutes les 5 minutes. Véronique Gallo, en quoi est-ce que ce spectacle, The One Mother Show, est votre vie transposée sur scène ou c'est la réalité? Alors, oui, c'est plutôt ma vie transposée. Enfin, j'ai toujours l'impression que je construis des personnages. Moi, c'est mon 5e spectacle en Belgique, donc c'est vrai que je m'amuse à transformer la réalité, à la caricaturer. Maintenant, bizarrement, toutes les mamans me disent « Mais enfin, vous avez mis une caméra chez moi » parce que ça se passe exactement comme ça chez moi. Bon, moi, j'ai pas l'impression que c'est à ce point-là, mais si elles le disent, en même temps, je veux bien les croire. Non, ce qui est intéressant, c'est de prendre des petits éléments du quotidien et puis de les transformer, en fait, de les sublimer pour le Est-ce qu'il théâtre. y a une évolution à travers les générations ou ces problèmes ou ces situations que vous décrivez, finalement, elles se transmettent de mère en fille et de fille en mère? Alors, je pense que cette réalité maternelle, elle existe depuis toujours. Maintenant, c'est vrai que la société a beaucoup évolué. D'abord, les femmes travaillent et doivent être performantes non seulement au boulot. Dans des boulots, on leur demande d'être de plus en plus performantes. Il y a une espèce de recherche de la perfection depuis quelques années
qui est en plus assez soutenu par les magazines féminins, où on a l'impression qu'il faut être parfaite en tant que Une maman, en super tant maman, qu'épouse, voilà. mais sur tous les plans. En fait, mais c'est impossible, c'est tout simplement impossible. Véronique Gallo, les hommes ne sont pas exclus de ce Ah non, spectacle. bien D'ailleurs, sûr il y a que non. Bertrand qui est là, qui est convoqué en permanence. Oui. C'est presque un personnage récurrent Ah oui, tout à fait. de vos histoires, même que ce soit sur YouTube ou Oui, sur tout à scène. fait. Bertrand, c'est un personnage très important. D'abord parce que c'est un papa, c'est un très bon père qui s'implique et qui essaye de faire du mieux qu'il peut dans toute cette nouvelle génération de papas voilà, qui donnent beaucoup de temps à leurs enfants. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu le souffre-douleur Il a le dos du large, personnage. hein. Voilà, il a le dos large parce que voilà, il essaye de bien faire, mais il rate souvent son coup. Il est un peu maladroit. Donc évidemment, il ne se prive pas d'avoir l'impression parfois d'avoir un 5e enfant à la maison. Donc voilà, c'est la porte ouverte évidemment à l'humour. Alors justement, on regarde un extrait du spectacle de Véronique Gallo au Théâtre des Mathurins, The One Mother Show. C'est parti. Je voulais 4 enfants, je rêvais de 4 enfants, je les ai eus. Mais enfin Mathilde, est-ce que tu as déjà vu maman qui criait sur vous parce qu'on n'avait pas fait la vaisselle? Franchement, non. Oui, enfin tu montes maintenant. Allez, hop, en avant. Tous les matins, je me lève et je me dis que je ne vais pas m'énerver. Mais tous les jours, je m'énerve. Maintenant, je monte juste à 3. À 3, je ne sais pas ce qui se passe, mais à 3, il se passe quelque chose. 1. Tu vas te brosser les dents, dépêche-toi. 2. Prends tes affaires. Dans ton lit. 2, un quart. Bertrand, il a un interrupteur quand il n'a pas ce qu'il veut. Ting, il est réveillé. Tac, il dort. La psy me l'avait dit. La réalité ne rencontre pas toujours le fantasme. De Véronique Gallo, son spectacle The One Mother Show au Théâtre des Mathurins à Paris dans le 8e arrondissement. On voit que c'est un spectacle aussi extrêmement physique, Ah oui. Véronique. Bah, écoutez, j'ai trouvé le moyen de ne pas aller à la salle de sport, en fait. C'est un 2 Voilà. en 1, en fait. Voilà, c'est un 2 en 1. J'avais envie, voilà, j'ai pas beaucoup de temps en dehors des spectacles et de mes enfants, donc j'ai trouvé le moyen de me muscler un peu, de suer comme un porc tous les soirs. Enfin, voilà, non, c'est un vrai bonheur, en fait, ce spectacle. Comment est-ce que l'on passe, Véronique Gallo, d'études de lettres, de langue, de littérature romane, ça paraît Oui. tout ça très sérieux, Salé. À la scène de théâtre? Ben, Vous avez parce été que professeur aussi en J'ai été Belgique. professeur de lettres pendant 12 ans, ouais, avec grand bonheur. Mais parce que l'écriture fait partie de moi depuis toujours, que j'ai toujours écrit. Je pense qu'à l'époque où j'ai choisi le métier d'enseignante, c'est parce que je voulais une vie de famille. C'était pour faire le show aussi devant les élèves? Alors, et aussi en même temps, c'était pour faire le show devant les élèves. Et puis, je me suis un peu autorisée à être vraiment qui je suis. J'ai toujours su que je monterais sur scène. Donc, l'écriture fait partie de ma vie. J'écris, donc j'écris pour la scène. J'ai un roman publié. Enfin, j'aime bien. Je suis une raconteuse d'histoire. Alors, vous voilà. l'avez dit, c'est pas votre premier spectacle, mais c'est vrai, de spectacle en spectacle, ça marche très Ouais. fort. Ça fait quoi, une dizaine d'années Ça que fait vous une êtes dizaine sur scène, d'années hein? En maintenant que je suis sur 2008, je scène. crois Oui, que vous voilà, avez c'est- commencé. voilà, tout à fait. Et puis, il y a eu YouTube, ça a été un relais extraordinaire. Ah ben ça a C'est-à-dire qu'on ne été, soupçonne pas ah oui, non. la puissance de diffusion qu'a Ah non, cette non, c'est chaîne. incroyable, incroyable. Et ce sont mes 2 fils aînés qui m'ont dit à un moment donné, mais voilà, essaye peut-être de faire un truc comme Cyprien, regarde, c'est court, c'est rapide, puis ça touche beaucoup plus de monde que... On appelle ça des capsules, Des c'est ça? capsules, voilà. Ça touche beaucoup plus de monde évidemment, que de remplir une salle de théâtre. Et ils avaient raison, Internet aujourd'hui, c'est évidemment un média qui est extrêmement important. Et au départ, je leur avais dit, non, je vois pas l'intérêt, mais finalement, ça m'a offert une visibilité que je n'aurais pas eue si j'étais restée juste sur scène en Belgique. Mais le plaisir d'être sur scène est quand même partagé aussi avec le public. Ah, Alors, il je est presque plus fort. Hein, parlais ouais, ouais. de cette colonie belge à Paris. C'est vrai que c'est incroyable. J'en ai cité 2, j'aurais pu en citer d'autres. Il y a Alex Vizorek et Virginie Hoc. Oui, il y a Guillermo Mais il y en Guise a aussi, oui, pas bien mal. sûr, Stéphane de Gros. Bien sûr. Stéphane de Gros, Virginie Efira, François Damiens, enfin, voilà, ils ont ouvert la porte pour nous. C'est vrai que nous, en Belgique, on existe tous depuis longtemps, on vit tous de notre métier là-bas en Belgique, mais c'est vrai qu'en Belgique, il n'y a pas de star system, donc c'est pas du tout le même fonctionnement. Et puis nous, les Belges, on garde ce rêve secret tous de venir à Paris, puisque on grandit finalement presque plus avec votre télévision, avec votre culture, que celle en Belgique, qui est Même beaucoup si plus les Parisiens limitée. et les Français se moquent souvent des Belges, est-ce que les Belges se moquent aussi des Parisiens et des Oui, Français? un peu. On parle des Parisiens qui râlent tout le temps, mais moi, honnêtement, là, ça fait 3 mois que je suis sur Paris. Je ne croise que des gens sympathiques et charmants, donc je finis par me demander si c'est vrai tout ce qu'on raconte. Et est-ce que les maires râlent, les maires dont vous êtes la porte-parole un peu? Bah écoutez, pas plus qu'ailleurs. Maintenant, je pense que les mamans, elles sont contentes d'être déculpabilisées et de se dire « Ouf, je suis pas la seule ». En fait, c'est ça qui compte, c'est de se dire on n'est pas la seule et on fait tout du mieux qu'on peut. Eh bien, pour se rassurer et voir qu'on n'est pas la seule, que les pères ne sont pas les seuls Bien non sûr, plus. parce que les papas vivent la même chose Eh aussi. bien, The One Mother Show, c'est au Théâtre des Mathurins jusqu'au 29 avril. Merci beaucoup, Bah, Véronique merci à Gallo, vous. d'être venue nous voir. Très belle journée à vous. Merci. Très belle journée à toutes et à tous. Voilà.